Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode, on va parler d'un phénomène généralement peu recherché, et pas uniquement dans la vie amoureuse, la rupture. Bon, celle qui nous intéresse ici est la version ingénierie bien sûr. Pour un matériau, la rupture désigne sa séparation complète en plusieurs parties sous l'effet d'une contrainte mécanique. Si la séparation n'est que partielle, on parlera plutôt de fissuration. C'est un sujet souvent oublié, mis en arrière-plan, car l'ingénierie derrière cherche à empêcher une rupture. On n'est pas censé en voir. On sait apprécier l'ingénierie qui permet à un avion ou à un ascenseur de défier la gravité, mais on ne pense jamais à l'ingénierie qui empêche le premier de se désagréger en plein vol et le second de vous entraîner dans sa chute. Enfin, parfois on en parle, quand elle est mise en échec, souvent de manière dramatique. L'exemple récent le plus probant étant le viaduc du Polcevera, ou pont Morandi, qui s'est effondré le 14 août 2018 à Gênes, tuant 43 personnes, et démontrant encore une fois que rogner sur les coûts, c'est rogner sur la sécurité. Mais il y a des fois où cette rupture est recherchée. Pour rester sur les avions, les boulons des mâts réacteurs qui lient le moteur à l'aile sont faits pour se rompre en cas de graves problèmes moteurs ou d'atterrissage d'urgence, car ils sont une importante source de risque incendie quand ils sont endommagés. Autant qu'ils s'arrachent le plus tôt possible, sans arracher toute l'aile avec, pour être au plus loin de la carlingue. Ou plus simplement, dans la vie de tous les jours, si les canettes de boissons et les boîtes de conserve à languettes n'avaient pas bénéficié du savoir de la mécanique de la rupture, bonjour la galère pour les ouvrir. Suite à cette introduction aux notions de rupture, penchons-nous sur la question suivante: pourquoi et comment les matériaux rompent-ils? Le pourquoi de cette question paraît assez évident. Si un matériau rompt, c'est que ses liaisons atomiques sont rompues, tout bêtement. Sauf qu'on avait déjà vu qu'en principe, la résistance en traction d'un matériau, associée à la simple rupture de ses liaisons, devrait valoir environ le 15e de son module élastique, valeur gigantesque qui n'est jamais atteinte en pratique. Et peu importe que les métaux plastifient à une valeur inférieure, ça ne change rien au fait que leur rupture est associée à de la rupture de liaison, tout comme pour les verres, les céramiques et les polymères. Alors pourquoi aucun de ces matériaux ne tient autant que prévu? Eh bien on l'avait vu, c'est à cause des défauts. Prenons le cas le plus simple, une éprouvette d'un matériau parfait mais avec une petite entaille aiguë sur le côté, perpendiculaire à l'axe de traction et parfaitement pointue. Si on tire dessus, on constatera qu'au bout de la pointe de la fissure, la contrainte sera plus élevée qu'ailleurs dans le matériau. Une manière d'expliquer pourquoi est de parler de ligne de flux de contrainte, qui représente comment se transmet l'effort d'atomes en atomes via leur liaison. Si je tire sur une éprouvette sans défaut, les lignes de flux de contrainte sont alignées, la contrainte est donc uniforme dans toute la pièce. Mais avec l'entaille, on a une accumulation de lignes de flux, et donc de contraintes à l'approche de la pointe. C'est ce que l'on appelle une concentration de contraintes. Cette concentration de contraintes est à la fois dépendante de la profondeur de l'entaille, de la contrainte appliquée et de la distance à laquelle on se place de la pointe. Plus on en est proche, plus la contrainte locale augmente. On retrouve ces trois paramètres dans l'expression de la contrainte locale notée sigma-loc, issue des travaux d'Alan Griffith en 1921 avec les modifications de George Irwin quelques décennies après, où sigma désigne donc la contrainte appliquée, A la profondeur de la fissure et R la distance à la pointe. Y est une valeur dépendante de la taille de la fissure mais qui est souvent considérée comme une constante proche de 1,1. Si on trace cette évolution de la contrainte locale en fonction de la distance à la pointe, on voit que plus on s'approche de la pointe, plus la contrainte locale tend vers l'infini, et ce pour n'importe quelle contrainte appliquée. Il est donc tout à fait possible, très localement, à l'échelle d'une liaison atomique, de largement dépasser la résistance théorique de n'importe quel matériau. Mais alors, si n'importe quelle contrainte appliquée permet d'avoir, en bout de pointe, une infinité de mégapascales, et donc une rupture garantie, pourquoi est-ce qu'aucun matériau ne rompt brutalement sous son propre poids? Tout simplement parce que, encore une fois, rien n'est parfait et dans ce cas-là, heureusement. En réalité, aucune fissure n'est parfaitement pointue. Elles ont toutes un rayon de courbure non nul qui joue sur la valeur de contrainte locale en bout de pointe suivant cette formule où ρ est le rayon de courbure de la pointe. Étant au dénominateur, si ce rayon est nul, la contrainte de pointe tend effectivement vers l'infini. Mais les rayons de courbure sont généralement proches d'une distance interatomique, voire plus grand, ce qui élimine le problème de contrainte infinie. Si les différents paramètres que sont la profondeur d'entaille, son rayon de courbure et la contrainte appliquée sont bons, la contrainte en bout de pointe restera inférieure à la résistance théorique, évitant ainsi la propagation d'une fissure et donc la rupture du matériau. Juste à noter, si on prend une plaque percée d'un simple trou, on a la demi-largeur d'entaille A qui vaut le rayon du cercle,
et le rayon de courbure d'entaille qui vaut le rayon de courbure du cercle aussi, par définition. Le ratio donne donc 1 et donc le facteur f vaut 3. C'est pour ça qu'il est couramment dit qu'au bord d'un perçage en traction, la contrainte locale vaut 3 fois la contrainte appliquée. Alors plutôt que de parler de contrainte locale qui se base sur des données difficilement observables comme le rayon de courbure en pointe de fissure, il est courant de parler de facteur de concentration de contrainte, noté K1, qui omet la notion de distance à la pointe et de rayon de courbure. Son unité plutôt étrange et difficile à appréhender est le mégapascal mètre à la puissance 1/2 ou mégapascal racine de mètre. Il n'y a qu'à retenir que c'est un indicateur d'à quel point la contrainte en bout de pointe est élevée, prenant en considération la longueur fissurée et la contrainte appliquée. Pour information, le petit indice 1 indique le mode de chargement de la fissure. Il en existe au total 3, étudiés dès 1957 par Irwin, mais c'est toujours le 1 qui est présenté car c'est le plus prompt à provoquer une rupture, donc je ne vais pas m'étendre sur les deux autres. Ce qui va nous intéresser, c'est le facteur de concentration de contrainte critique à partir duquel une fissure déjà existante va se propager brutalement à travers tout le matériau, provoquant ainsi sa rupture. Ce facteur critique, noté K1C, est appelé la ténacité du matériau. C'est un peu sa résistance au déchirement une fois entaillé, si vous voulez. En voici quelques valeurs. A noter que par convention dans l'industrie, il est dit que pour concevoir une structure mécanique, le matériau doit avoir une ténacité supérieure à 15, afin d'assurer un minimum de sécurité aux usagers. On voit bien ici pourquoi le recours aux métaux y est si important. Pour faire un bond dans le passé, c'est cette ténacité qui explique pourquoi, contrairement aux boîtiers des VHS ou des jeux Mega Drive faits de polypropylène, les boîtiers des CD-ROM ou des jeux PlayStation première du nom, faits de polystyrène cristal, comme les stylos Bic, étaient fragiles et se cassaient facilement. Alors, comment utiliser cette ténacité en conception? D'abord, on ignore totalement la question de la résistance en traction, puisqu'avec les mauvaises conditions, un matériau peut rompre bien avant cette valeur, qui n'est donc pas toujours fiable. On se contente simplement de calculer le facteur de concentration de contrainte K1 et on compare sa valeur avec la ténacité K1C. Prenons deux éprouvettes fabriquées par des étudiants en travaux pratiques et qui doivent être testées en traction à 20 mégapascal. La première est en acier S235 soudé. La ténacité de la soudure, altérée par la chauffe, est d'environ 40 contre 70 pour le reste de l'acier. Une analyse aux ultrasons montre la présence de défauts dans la soudure. La seconde est en verre à vitre grossier, coulé avec plein de bulles internes visibles à l'œil nu. Sa ténacité est de 0,7. Dans les deux cas, le plus gros défaut interne mesure 2 mm de longueur. Comme on est dans les mêmes conditions, le facteur de concentration de contrainte est le même pour nos deux éprouvettes et vaut 1,2. Cette valeur est très inférieure à la ténacité de l'acier, même altérée par sa soudure. Il ne présente donc aucun risque de rupture brutale jusqu'à 20 mégapascal. Par contre, elle est supérieure à celle du verre à vitre. Il rompra brutalement avant d'atteindre les 20 mégapascal. Bien sûr, on peut inverser le problème. Si vous connaissez la taille du plus gros défaut présent par analyse de votre pièce, vous pouvez remonter à la contrainte nécessaire pour avoir une rupture brutale. Ce sera la contrainte critique sigma C. Elle est de seulement 11 mégapascal pour notre éprouvette en verre et en principe de 650 mégapascal pour notre éprouvette d'acier soudé, ce qui est bien supérieur à sa résistance en traction. Le défaut ne sera jamais source de rupture brutale dans ce cas-là. Et si vous connaissez la contrainte maximale à laquelle va être soumis le matériau au cours de son utilisation, vous pouvez déterminer la taille maximale autorisée de défaut pour éviter une rupture, qui sera donc la taille critique de défaut. Toujours pour nos deux éprouvettes, les tailles critiques de défaut à 20 mégapascal sont de 1 mètre pour notre soudure, ce qui est bien supérieur à n'importe quelle dimension de l'éprouvette, donc encore une fois, pas de risque de rupture brutale, qu'importe la qualité de la soudure, alors qu'elle est de 320 microns seulement pour le verre, ce qui s'obtient facilement avec une simple rayure. Voici quelques valeurs de taille critique de défaut pour la limite élastique du matériau. On comprend encore mieux l'intérêt des métaux dans l'industrie, même avec de grandes tailles de défaut, ils se déformeront de manière ductile et visible sans rupture brutale. Et voici la même chose par rapport à la valeur de résistance théorique du matériau. On voit bien pourquoi aucun matériau n'est aussi résistant qu'il ne le devrait. Pour les métaux, il suffit de défauts de la taille d'un grain pour rompre brutalement avant, et c'est pire pour les matériaux minéraux où la taille critique de défaut est de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines d'atomes, soit pas grand-chose. Mais pourquoi observe-t-on un tel écart de performance face à la fissuration entre les métaux et les matériaux minéraux? Eh bien simplement parce que les métaux, s'ils sont suffisamment ductiles, peuvent plastifier. Lorsqu'une fissure se propage dans un métal ductile, la contrainte locale est forte, ce qui plastifie forcément dans un premier temps la zone autour de la pointe de la fissure.
Mais cette plastification induit une déformation plastique qui émousse la pointe et augmente son rayon de courbure. Or, un rayon de courbure plus grand, c'est une concentration de contrainte réduite. En avançant dans un métal, une fissure s'auto-sabote. En conséquence, les métaux résistent bien à la propagation d'une fissure, d'où leur ténacité supérieure. Bien entendu, avec suffisamment d'efforts, un métal finira par rompre, même s'il n'est pas entaillé, car ils contiennent tous obligatoirement des inclusions. Petit à petit, au fur et à mesure que la contrainte augmente dans le métal, de petites cavités se forment autour des inclusions, car le métal est bien plus ductile. Il y a une décohésion. Agissant comme des fissures, ces cavités grandissent, se rejoignent, on parle de coalescence, et finissent par provoquer la ruine du métal. C'est ce que l'on appelle une rupture ductile, dont le faciès de rupture granuleux met bien en avant l'existence de toutes ces microcavités formées autour des défauts. Pour les matériaux minéraux, en revanche, les liaisons iono-covalentes ne permettent pas vraiment de plastification, donc la fissure conserve son rayon de courbure très petit. N'étant pas émoussée, elle grandit dans le matériau, ce qui augmente toujours plus le facteur de concentration de contrainte, l'accélérant ainsi jusqu'à la vitesse du son en fendant le matériau. C'est une rupture fragile, dont le faciès peut varier selon que la fissure se propage entre ou à travers les grains. On retrouve le même comportement dans les métaux hautement durcis car leur ductilité est quasi nulle puisque leurs dislocations sont bloquées et ils sont donc aussi fragiles. Une rupture fragile est donc beaucoup plus dangereuse qu'une rupture ductile car elle survient sans crier gare et sans déformation plastique visible au préalable. C'est pour cette raison qu'on favorise les matériaux avec une ténacité supérieure à 15. Après ce qu'on a vu, on pourrait penser que la valeur de la ténacité permettrait d'établir la différence entre un matériau dit fragile et un matériau dit ductile. Il n'en est rien, c'est purement l'absence ou non de comportement plastique, comme observé au cours d'un essai de traction, qui permet de déterminer si un matériau est fragile ou ductile, puisqu'il existe depuis quelques années des matériaux fragiles dits à haute ténacité. Il s'agit à chaque fois de matériaux composites, avec une phase qui va permettre de bloquer la propagation des fissures, et qui dit bloquer la propagation des fissures dit ténacité plus élevée, par définition. Un exemple bien connu, ce sont les composites polymères renforcés de fibres de verre. Une matrice polyester a une ténacité faible d'environ 1,3, et elle est d'environ 0,7 pour le verre des fibres. Pourtant, le composite final a une ténacité 10 fois supérieure, entre 7 et 20. Le secret derrière ça ? Quand une fissure se propage dans la matrice, elle finit forcément par rencontrer une fibre qui redirige la fissuration le long de son axe en créant une décohésion à l'interface fibre-matrice. Ce décollement, similaire à celui observé autour des inclusions dans les métaux, dissipe de l'énergie et retransmet l'effort dans la fibre, bien plus résistante. Quand elle finit tout de même par rompre, la fissure se propage de nouveau dans la matrice jusqu'à la prochaine fibre où le cycle recommence. Tiens d'ailleurs, petite parenthèse, c'est pas un peu étrange ça ? Pourquoi est-ce qu'on utilise des fibres de verre pour des applications structurales si la ténacité du verre et donc quelque part sa résistance en traction est si faible? Eh bien parce que ce sont des fibres. En fibrant un matériau, on élimine les défauts de surface grâce à son étirage et on évite les défauts internes grâce à son très petit diamètre, de l'ordre de 10 microns pour la majorité des fibres de verre. Ainsi, s'il est inutile d'espérer plus de 30 mégapascales de résistance pour un simple bout de verre, on trouve des fibres de verre dont la tenue dépasse les 4000 mégapascales. Un défaut de 1 micron, ce qui représente tout de même 10% du diamètre d'une fibre, limite la tenue à plus de 330 MPa, ce qui est déjà plus de 10 fois supérieur au verre monolithique. Pour en revenir à nos matériaux fragiles à haute ténacité, on peut aussi citer les zircones stabilisés à l'oxyde d'yttrium, qui profitent d'un effet différent, au cœur de nombreuses recherches aujourd'hui, dans l'espoir de pouvoir utiliser les céramiques comme on utilise les métaux, le durcissement par transformation. Lors de son refroidissement depuis les hautes températures nécessaires à son fritage, la zircone change 2 fois de structure cristalline, passant de cubique à tétragonale et de tétragonale à monoclinique. Cette seconde transformation induit une augmentation de volume d'environ 3%, ce qui est rapidement catastrophique pour des pièces un peu volumineuses qui fissurent à tout va. Pour éviter ça, on ajoute différents oxydes qui vont empêcher la seconde transformation. Mais le cas avec l'oxyde d'yttrium est particulier. Il permet l'obtention à température ambiante d'une matrice cubique, comme à haute température, avec plein de petits grains métastables de phase tétragonale, qui est la phase intermédiaire juste avant le gonflement. Métastables indiquent qu'ils sont en phase tétragonale, mais qu'un apport d'énergie suffisant les ferait passer en phase monoclinique.
Et justement, lorsqu'une fissure se propage à l'intérieur d'une telle zircone stabilisée, l'énergie de fissuration associée à la rupture des liaisons alimente le changement de phase des crins tétragonaux autour de la fissure, qui passe donc en phase monoclinique, en grossissant de 3% au passage. Cette transformation induit deux choses, une dissipation de l'énergie de fissuration et une compression par le grossissement de la zone fissurée. Or, écraser une fissure l'empêche de se propager. On se retrouve ainsi avec des céramiques dont la ténacité atteint communément les 8, voire un peu plus, jusqu'à 15 ou 16 pour des versions expérimentales dopées à l'alumine. De telles valeurs sont porteuses d'espoir pour l'industrie des transports notamment, car les céramiques sont moins denses que les métaux, réfractaires, à faible dilatation thermique, quasi insensibles à la corrosion et très dures, ce qui limite leur usure. Des projets de blocs moteurs en céramique ont déjà vu le jour dans les années 80, surtout au Japon, mais divers problèmes d'ordre technique et économique y ont coupé court. Cela n'empêche pas d'autres matériaux fragiles à haute ténacité de se trouver une place dans l'industrie de pointe, où le coût élevé est mieux accepté. Utilisés depuis pas mal d'années, les composites Sixic dont on a déjà parlé, et dont la ténacité grandement améliorée a la même origine que celle des composites à fibre de verre, sont au cœur des tout nouveaux moteurs LEAP de CFM International qu'on retrouve notamment sur les A320 Neo, en remplacement des OB en super alliage de nickel, bien plus denses avec une tenue à la corrosion et en température inférieure, permettant au final d'économiser du carburant, ce qui est bien pour la planète, mais surtout pour le porte-monnaie des compagnies aériennes. Avant de passer à la partie suivante, je vous propose un petit récap de ce qu'on a vu jusqu'à présent. La rupture est la séparation complète en plusieurs parties d'un matériau à cause de contraintes mécaniques. Les défauts naturellement présents dans les matériaux génèrent une concentration de contrainte locale sous effort. Cette concentration de contrainte est décrite par le facteur de concentration de contrainte K1, qui dépend de la contrainte appliquée et de la longueur du plus gros défaut présent. La résistance à la propagation d'une fissure d'un matériau est donnée par la ténacité, exprimée en mégapascal mètre à la puissance 1,5. Pour vérifier le risque de rupture, on ignore la résistance en traction et on compare simplement la valeur du facteur de concentration de contrainte dans les conditions d'utilisation avec la valeur de la ténacité du matériau. Une valeur égale ou supérieure suppose une rupture brutale de la pièce lors de son utilisation. Il est possible de déterminer au choix une longueur critique de défaut ou une contrainte critique d'utilisation de la pièce. Il existe deux types de ruptures, la rupture ductile, lente et détectable, au faciès granuleux, et la rupture fragile, imprévisible et brutale, au faciès plus lisse. Ténacité et fragilité sont dissociables, il existe des matériaux fragiles à haute ténacité qui profitent de leur état multiphasé pour bloquer la propagation des fissures. Maintenant parlons d'une autre propriété, plutôt associée à la tenue au choc ou aux impacts, la résilience. En français technique, ce terme renvoie à deux notions. Normalement, la résilience d'un matériau, c'est sa capacité à absorber de l'énergie par déformation élastique, ce qui s'obtient par intégration de la partie linéaire de la courbe contrainte déformation. La valeur, dont voici l'expression, a pour unité le joule par mètre cube. Mais dans le langage plus courant, la résilience d'un matériau est sa résistance à la propagation d'une fissure suite à un choc, qui s'exprime comme l'énergie requise pour créer une surface de rupture en joules par mètre carré. On peut donc l'approximer comme étant une tenue au choc. En principe, l'énergie requise pour créer une fissure dans un matériau est directement dépendante de la ténacité et de la rigidité. C'est l'énergie de rupture Gc dont voici l'expression. Dans la pratique, par contre, notamment à cause des phénomènes de plastification, mais pas que, les valeurs observées diffèrent grandement des valeurs théoriques. Ces valeurs expérimentales sont obtenues avec deux types d'essais très similaires, les essais de choc Charpy, du nom de l'ingénieur français Georges Charpy, qui l'a développé en 1901, et les essais de choc Izod, développés en 1903 par l'ingénieur britannique Edwin Izod. Le principe est très simple. On bloque une éprouvette normalisée, généralement entaillée en V au milieu, et on fait basculer un poids, appelé le mouton pendule, pour percuter l'éprouvette. Lors de ces ruptures, l'éprouvette absorbe une certaine portion de l'énergie mécanique du mouton pendule. Cette énergie absorbée vaut simplement la différence d'énergie mécanique entre l'état initial et l'état final, qui se mesure simplement par l'écart de hauteur entre le départ et l'arrivée du mouton pendule. Ramené à la section rompue, on calcule une résilience en joules par mètre carré. Et malheureusement non, il n'y a pas de relation universelle existante entre Gc et les valeurs expérimentales des essais Charpy ou Izod. Alors les principales différences entre les deux méthodes sont les dimensions des éprouvettes et leur placement, mais elles donnent des résultats très similaires à conditions équivalentes. Bien que la résilience soit donc une valeur totalement empirique comme la limite élastique, la valeur de Gc, quoique non utilisable directement en conception, permet tout de même de comparer les matériaux entre eux sur leur tenue au choc, comme on peut le voir en traçant les valeurs.
Les caoutchoucs, comme de nombreux métaux et le cuir, se retrouvent dans le haut du panier, ce qui correspond bien à l'idée qu'on se fait de ces matériaux face à un choc, chose qui n'apparaît pas avec la seule ténacité. A l'inverse, les verres, le plâtre, la majorité des céramiques, mais aussi les mousses rigides comme le polystyrène expansé, eux, n'ont pas une bonne tenue au choc et se retrouvent dans le bas du panier. D'ailleurs, l'écart entre le polypropylène et le polystyrène se creuse encore plus ici, et on voit bien l'intérêt du plexiglas par rapport au verre pour les cockpits d'avion durant la Seconde Guerre mondiale. Pour finir cet épisode, j'aimerais évoquer un point qui concerne l'évolution de ses propriétés avec la température, notamment à froid. Vous le savez sûrement, beaucoup de métaux deviennent cassants à froid. C'est quelque chose qui est souvent repris dans les films ou les séries. Dans le monde réel, ce phénomène a participé au sombrage du Titanic en 1912, ainsi qu'à l'endommagement de plusieurs navires américains en mer du Nord durant la Seconde Guerre mondiale. Mais pourquoi les matériaux sont-ils fragilisés à froid? Eh bien, le mouvement des dislocations, nécessaire à la déformation plastique et donc à la ductilité d'un alliage, est un phénomène dit thermiquement activé qui suit la célèbre loi d'Arrhenius. Grossièrement, plus il fait chaud, plus le glissement se fera facilement, et inversement. Et il existe une gamme de températures à partir de laquelle la possibilité de mouvement des dislocations, et donc la résilience, chute drastiquement vers zéro. On parle de la température de transition fragile ductile. Observable par une série d'essais de choc à différentes températures, pour la majorité des aciers, cette gamme se trouve entre -100 et 0 degrés Celsius. Pour contrer cela, il faut maximiser le glissement des dislocations. Une des principales solutions consiste à employer des alliages à structure cubique face centrée, et non cubique centrée, dont les nombreux plans de glissement atomique facilitent grandement le mouvement des dislocations, ramenant, dans le cas des aciers inoxydables austénitiques, la température de transition fragile ductile virtuellement sous le zéro absolu. Ils sont toujours ductiles. En conclusion de cet épisode, en plus du précédent résumé, on peut ajouter que la résilience détermine la résistance au choc d'un matériau et est uniquement obtenue expérimentalement. Si l'énergie théorique de rupture diffère des observations, elle reste un bon indicateur de la tenue au choc des matériaux. Et à froid, on peut observer une transition fragile ductile causée par l'immobilisation thermique des dislocations, causant une perte de ductilité suffisante pour rendre un métal cassant. Et voilà pour les notions autour de la rupture. Dans un futur épisode, on verra comment faire malgré tout pour utiliser ces matériaux fragiles sur des structures mécaniques, car malheureusement, parfois, les verres et les céramiques sont irremplaçables. Ça nécessitera de faire appel à de la statistique pour évaluer la fiabilité des pièces. Mais en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, en espérant que vous ayez appris quelque chose. Moi je vous dis à la prochaine.